récemment éditées ou de représenter, pour ceux qui les connaissent peut-être déjà, quelques mois après leur publication. Donc. Non pas tant pour comparer les mérites de l'innovation descendante, autrement nommée top-down, ou de l'innovation ascendante, bottom-up, mais plutôt pour s'arrêter sur plusieurs aspects du processus complexe et long qu'est l'innovation dans toutes ses dimensions. En filigrane, c'est aussi la question de ce qui peut contribuer à la construction d'un cadre de confiance pour la production et l'utilisation de ressources, qui sera évoquée au fil des échanges. Alors, autour de cette table sont présents Mélanie Bachinemont, professeure des écoles en ULIS, formatrice ASH dans l'Académie de Créteil, et présidente de l'association EMC Partageons. Catherine Dang, responsable du business développement chez Belin, maison du groupe Humain6, qui est chef de projet pour la Digitech Belin. La Digitech Belin était titulaire des lots français cycle 3, sciences cycle 3, histoire géo cycle 3 et 4. Olivia Lemarchand, directrice générale adjointe de Canopé, l'opérateur sous tutelle de l'Éducation nationale, bien connu. Et Axel Jean, chef de projet pour les BRNE et pour le partenariat d'innovation intelligence artificielle à la direction du numérique pour l'éducation. Et enfin moi-même, Xavier Levoin, je suis chercheur postdoctorant au sein de l'équipe EDA, Éducation, Discours, Apprentissage à l'Université Paris-Descartes. Et je travaille actuellement sur les transformations dans le paysage de l'offre en ressources numériques, ainsi que sur les collectifs d'enseignants, producteurs et utilisateurs de ressources numériques. Alors nous nous sommes proposés de discuter 4 des aspects que j'ai évoqués à l'instant, en les traitant dans un premier temps ici à l'estrade, et à la suite de ces premiers échanges, les échanges seront ouverts avec la salle. Dans un premier temps, on essaiera de proposer un petit panorama de certaines des ressources produites par plusieurs des participants de la table ronde. Dans un second temps, on abordera la question de la production dans la perspective de l'école inclusive, ce qui conduira à discuter des référentiels pour l'accessibilité. Un troisième point nous permettra de basculer de la production vers la médiation et l'appropriation des ressources. Et enfin, dans un dernier temps, nous avons prévu d'aborder la question de la valorisation des pratiques enseignantes. Comment des initiatives prises ici et là peuvent-elles être mieux connues et quel rôle les collectifs d'enseignants, parmi d'autres, peuvent-ils jouer dans ce domaine? Alors, je ne vais pas garder la parole très longtemps et je vais tout de suite passer la parole pour ce premier panorama des ressources produites ou promues par plusieurs des participants ici présents, en commençant peut-être par Olivia Lemarchand pour Canopé. Merci Xavier. Donc, l'opérateur Canopé est historiquement un éditeur de ressources. C'est peut-être comme ça que vous le connaissez, anciennement CRM, CNDP et tout son réseau décliné sur le territoire. Donc nous sommes d'abord un éditeur de ressources, papier historiquement et de plus en plus bien évidemment numérique compte tenu de l'évolution des usages. Ce qui est à noter, c'est que dans le cadre à la fois des évolutions de la pratique des enseignants, mais aussi de la stratégie numérique engagée par le ministère, on a été amené bien évidemment à revoir l'offre autour de ces ressources et à plutôt l'enrichir dans une dimension bien évidemment plus numérique. Alors pour citer dans le cadre de ces ressources des exemples un peu significatifs, puisqu'on s'était dit qu'il fallait que l'on sélectionne, parce qu'il y a une profusion dans le cadre des ressources numériques, d'ailleurs que les professeurs, les enseignants parfois critiquent. Il y a énormément de producteurs de ressources et qu'il est très difficile de se repérer dans le paysage des contenus pédagogiques. Un premier exemple de ressources assez emblématique qui d'ailleurs marque un peu finalement que l'objectif, la cible, n'a pas été totalement respectée par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, puisque nous avons produit des petits films d'animation très courts de 2 minutes autour des apprentissages fondamentaux. Ça fait maintenant 4 ans que nous avons engagé la production de ces films. On en a à peu près 450 sur les apprentissages dits fondamentaux de l'école primaire et qui étaient destinés aux élèves du premier degré pour permettre l'appropriation en dehors de l'école
des apprentissages fondamentaux, en lien avec les parents d'ailleurs. Donc la première cible pour nous était de proposer aux élèves la possibilité d'avoir une continuité de leur apprentissage en dehors de l'école et de proposer d'ailleurs ces ressources de façon libre pour que les éditeurs aussi privés puissent les utiliser eux-mêmes dans le cadre de la production de contenu. Et en définitive, on a pu noter que les enseignants les utilisent de plus en plus dans leur pratique de classe. Parce que ces petits films vidéo sont très dynamiques, très ludiques, ont une approche un peu différente d'un apprentissage plus classique. Ils s'insèrent dans un contexte assez, sur un plan pédagogique assez classique, mais offrent une diversité. C'est ce qu'aussi les enseignants viennent chercher au travers des ressources numériques. Quand je dis ce sont aussi ce que les enseignants professeurs viennent chercher, c'est parce que nous, on a eu l'occasion de faire une étude pour le compte du ministère autour des ressources mises à disposition sur EduSchool et qu'on a pu noter que la variété des formats, la variété des thématiques étaient aussi des enjeux pour les enseignants qui permettent de renouveler et d'apporter une forme de dynamique dans le cadre de la classe. Donc les fondamentaux, aujourd'hui, on les propose d'ailleurs sur une modalité un peu, enfin pas tout à fait classique, ou en tout cas on a utilisé à l'époque les chaînes YouTube pour en faire la valorisation, et ça connaît un succès assez significatif. Les consultations de pages sont assez importantes et on a à peu près plus de 2 millions de visiteurs sur cette chaîne, ce qui montre bien que ça répond à un besoin et qu'on est là finalement dans un détournement de cette production de ressources et que ça répond à un public un peu plus large. Ensuite, alors parmi encore une fois une offre extrêmement riche, je voulais évoquer la possibilité, parce que le Canopé a aussi enrichi son activité en proposant des services complémentaires de cette édition de ressources, et notamment des services qui permettent la scénarisation pédagogique. Donc peut-être que vous connaissez Canoprof, qui est un service qui permet la scénarisation pédagogique et qui permet aussi de partager des scénarios pédagogiques entre enseignants. Aujourd'hui, l'outil est encore un peu complexe dans son utilisation, mais on travaille à une simplification, mais c'est une autre forme de démarche de production de contenu et qui répond aussi aux besoins des enseignants, puisque c'est l'enseignant lui-même qui construit son scénario pédagogique avec des formats à l'intérieur très variés, très divers, du texte, de la vidéo, du son, ce qu'il veut, ce qu'il juge utile pour accompagner sa séquence pédagogique. Voilà, donc deux exemples qui montrent une complémentarité autour de l'offre qui, par ailleurs, doit aussi, et on aura l'occasion du coup d'en parler dans l'autre point autour de la médiation, s'accompagne pour nous nécessairement d'un accompagnement présentiel, et c'est un des points qui était important dans l'évolution de la stratégie éditoriale de l'opérateur, c'est qu'une ressource numérique doit aussi être accompagnée par un acte de médiation ou un environnement qui favorise les échanges entre pairs. C'est une des raisons pour lesquelles les lieux qui sont répartis sur le territoire ont été amenés à être modernisés, évolués. J'aurai l'occasion d'en redire un point tout à l'heure. Ce que vous dites, merci, montre bien que les usages se construisent, qu'ils résultent du processus d'appropriation et que les ressources ne sont pas toujours utilisées dans le cadre pour lequel elles ont été prévues au départ. C'est quelque chose qu'on sera sans doute amené à revoir, peut-être avec le cas des BRNE, que je vais laisser Axel Jean présenter, puis Catherine Lang. Merci Xavier. Enchaîner avec Olivia sera effectivement pratique. Tu as évoqué la cible, en fait, louper la cible. Nous, le ministère, les banques de ressources n'étaient pas la première production. Il y avait un antécédent, donc quelque chose qui préexistait, qui existe encore, donc évidemment EduTech, sur des ressources culturelles et scientifiques, qui mettaient à disposition de son enseignant une offre extrêmement généreuse, extrêmement riche. Est venue ensuite une volonté d'avoir pour cible des enseignants débutants en usage du numérique, donc d'accompagner la révolution numérique qui se produisait partout dans la société, et au titre de l'éducation, de venir proposer avec un financement national des ressources qui adressent le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, au départ 3 langues vivantes, anglais, espagnol, allemand, les sciences, donc notamment les 3 sciences du collège, physique, chimie, SVT et technologie, et cela en cycle 3 et cycle 4 au moment de la réforme des programmes. Donc il y avait une intention d'accompagner
avec des ressources numériques, des possibilités qui viennent en complément des manuels numériques. Donc vous voyez, on n'était pas dans une disruption, on n'était pas à dire avant c'est du papier, après c'est du numérique. Il y avait des nouveaux programmes et le ministère proposait quelque chose qu'il allait mettre à disposition de l'ensemble des enseignants gratuitement et évidemment de leurs élèves. Donc on parle quand même de 2,4 millions d'élèves par cycle, en cycle 3 et la même chose en cycle 4. Le proposer de manière gratuite, de manière pensée par rapport au nouveau programme et avec pour cible les débutants, les enseignants débutants en usage du numérique. Donc on avait pensé les choses avec une marche qui soit la plus simple possible, la première marche la plus simple possible, et clairement nous ne visions pas répondre aux pionniers des usages du numérique qui sont pléthores à Ludovia en particulier. On était dans une situation où les pionniers n'ont jamais eu besoin, à mon avis, du ministère, ni peut-être de Canopé, ni de formateurs peut-être. Quoi qu'on a toujours besoin de se former au gré de notre carrière, mais on répondait au fait d'accompagner les enseignants pour s'approprier des ressources numériques. À ce titre-là, on a construit ces ressources avec des contenus d'une part, des contenus éditorialisés par rapport au programme. Ça, tout le monde l'entend bien. Notre nom est sans doute probablement mal choisi. Banque de ressources, tout le monde entend banque de contenu, banque de data. Et en fait, il y a deux pans. Donc il y a bien des contenus qui ont des particularités, et ça, en cela c'était particulièrement innovant. Elles sont massivement téléchargeables pour répondre en particulier à des attendus à l'école primaire sur lesquels on peut avoir des problèmes de débit d'infrastructure. Donc ces banques peuvent être téléchargeables. La technologie utilisée est du HTML5 pur, ce qui veut dire que l'intégralité des contenus et des services sont en HTML5, ce qui veut dire qu'on ne dépend plus du système d'exploitation, on ne dépend pas de la nature du matériel que nous utilisons, ça fonctionne systématiquement. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, on vient d'annoncer que Scratch vient de passer en HTML5. Les banques sont disponibles en HTML5 depuis 2 années maintenant qu'elles fonctionnent. Et l'autre particularité, c'est qu'elles sont modifiables sur les contenus. Donc ça change, c'est un vrai différent avec, par exemple, un manuel numérique, en tout cas ancienne génération. Les contenus sont proposés, pensés par des équipes pédagogiques dans un marché public du côté des titulaires de ces marchés publics. Mais l'enseignant peut modifier une très grande partie des contenus, l'articulation de ces contenus, importer ses propres contenus dans ces banques de ressources. Donc on avait là de nombreux points d'innovation qui semblent simples à évoquer, complexes à réaliser de la point de vue des titulaires, mais dont l'ensemble des innovations constitue un vrai pas en avant, un autre sens. Ça, c'est la première partie des contenus. Et après, c'est là-dessus qu'il est important que nous communiquions. La grande part d'innovation vient dans la partie des services. Donc services, on entend outils. Donc la banque de contenu, elle vient avec la banque de ressources, pardon, elle vient avec des contenus et des services. Et les services, ils répondent à 3 principaux besoins métiers qui vont vous sembler extrêmement simples quand je vais les évoquer, parce qu'on adressait des débutants. Préparer la classe, réaliser la classe, quelles que soient les modalités choisies, en classe inversée ou en classe pas inversée, en temps, en groupe, en frontal, comme l'enseignant le souhaite, parce que la liberté pédagogique est centrale dans les intentions du ministère, toujours. Et le troisième point, très clairement, on en reparlera peut-être, c'est évaluer les apprentissages. J'anticipe peut-être un tout petit peu de spoil, mais évaluer les apprentissages, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire avec le numérique. Et on le sait tous, c'est ce qui est de plus complexe à faire en classe, de très chronophage pour l'enseignant en termes de copie par exemple ou de prise d'information. Le numérique le fait à la volée, compile des retours par activité, par élève, par groupe, par classe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement utile. Donc voilà, une double articulation d'innovation, c'est des contenus en cohérence avec des programmes modifiables et massivement téléchargeables, des ressources qui répondent aux 3 principaux besoins du métier, préparer la classe, la réaliser et évaluer les apprentissages. Ah, si j'ai oublié un point très important, pardon, dans le terme d'innovation, c'est que les ressources ont été choisies, donc un marché public, le ministère lance un marché public, des entreprises viennent répondre, et ce qui est important de comprendre, c'est, du point de vue de la légitimité, c'est que l'instruction s'est faite avec des personnels du ministère, de l'inspection générale, et des universitaires spécialistes du domaine disciplinaire. Donc ça fait écho avec votre fonction, Xavier. On était avec cette particularité de se dire, il est important qu'on ait le regard déjà de la recherche dès le choix de la ressource, de la sélection initiale, et ensuite, encore plus important, il me semble, une fois que les candidats ont été choisis, quand ils nous ont livrés, on s'est appuyé sur 4 académies, Nancy, Metz, Aix-Marseille, La Réunion pour avoir une ultramarine dans des conditions difficiles, et Amiens, avec des collègues experts, là en l'occurrence des usages du numérique et de leur discipline, qui ont testé toutes les ressources, les ont commentées, les ont critiquées, et Catherine peut-être pourra témoigner du fait que c'était particulièrement précis, particulièrement difficile de monter le niveau, mais ça a vraiment très fortement contribué à monter la qualité de ce qui était proposé, parce que clairement ce sont des ressources pensées par des équipes pédagogiques
testé par des équipes expertes du numérique et de leur discipline et mis à disposition gratuitement de l'ensemble des enseignants. Alors de mon côté, oui, je représente l'un des titulaires de ces banques, hein, donc avec donc Belin Éducation, maintenant partie du groupe Humansys, donc avec, pour la petite histoire, mais avec un changement d'actionnariat et un actionnaire maintenant qui clairement a mis dans le projet de la société un accent très fort sur le numérique. Donc de mon côté, je témoignerai aussi dans la production de ces ressources du processus de transformation entre le papier, le numérique, comment passer de l'un à l'autre avec toutes les difficultés en interne que cela peut poser. Alors c'est vrai que cette opportunité, hein, au travers des banques de ressources qui étaient offertes à tous les auditeurs, à d'autres, vraiment à toutes les entreprises, était pour nous l'opportunité rêvée, en tout cas, de changer justement nos modes de production, clairement, hein, puisque d'un mode de production traditionnellement papier puis transposition en numérique, là il s'agissait de répondre à un cahier des charges très précis, bien costaud, à la fois sur le contenu pédagogique et sur les spécificités techniques, les services, en tout cas les fonctionnalités qui nous étaient demandées, donc avec un côté plateforme et un côté vraiment contenu destination d'usage pédagogique par l'enseignant. Le tout combiné dans un même et seul service, donc avec une ambition de servir effectivement 2,4 millions de collégiens. Donc la difficulté, en tout cas que cela a représenté pour nous en termes d'organisation, parce qu'il a fallu répondre très rapidement. Les délais étaient très courts, de monter cette plateforme, d'envisager, parce qu'on sentait bien que dans ce cahier des charges, il y avait une wishlist, hein, très clairement, de beaucoup de fonctionnalités possibles, imaginables, justement pour mettre des ressources, des contenus simples, enfin, des grains simples à disposition, mais aussi des grains complexes, à savoir des parcours déjà définis, hein, donc en allant beaucoup plus loin pour l'enseignant, donc de mettre à disposition finalement à l'enseignant tout un tas de ressources et aussi d'outils pour qu'il puisse être vraiment libre de créer ses propres supports pédagogiques d'une part. Par ailleurs, de pouvoir également faire de la différenciation pédagogique, justement en individualisant les parcours, les contenus élève par élève, de faire également de l'évaluation. Donc, ce cahier des charges est très ambitieux en tout cas. Donc c'est vrai qu'on était très fiers en tout cas d'avoir pu répondre et d'avoir remporté un certain nombre de ces lots. Au-delà de cela, donc ça a nécessité chez nous, donc en termes de production, une équipe spécifique dédiée numérique pour ces ressources digitales, parce que il faut comprendre les contraintes techniques afin d'imaginer les activités que l'on peut faire avec le numérique et exploiter toutes les capacités multimédia, personnalisation, individualisation, autocorrection par exemple, voilà, toutes les facilités que nous permettent en tout cas les nouvelles technologies. Donc chez nous ça a été une véritable révolution. Et depuis, c'est vrai que nous avons également construit 2 nouvelles ressources, des cahiers d'exercices interactifs par exemple, 32 cahiers d'exercices interactifs par discipline, par niveau, ou encore une autre plateforme pour le cycle 3, là, qui s'attache vraiment à la difficulté rencontrée par certains élèves dans l'apprentissage du français et des maths, avec l'approche des sciences cognitives, en mettant à disposition une évaluation cognitive pour la détection de certains troubles, notamment des troubles 10, sur cette plateforme. Donc de notre côté, cela a vraiment bouleversé notre organisation. Nos ambitions, nos projets vont toujours dans le même sens depuis ce temps-là, et c'est vrai qu'on est très content d'avoir pu saisir cette opportunité de remporter ces marchés. Une petite remarque question. On parlait de numérique, un petit peu tendance à conduire à uniformiser les choses, et on voit bien dans ce que vous dites qu'on est quand même dans un univers très différent du manuel numérique. Est-ce que ça implique des
processus très différent pour vous, chez Belin, de travailler simultanément sur du manuel numérique et de la ressource numérique type BRNE ou d'autres? Je crois qu'on se trouve confronté, comme beaucoup d'entreprises, en réalité, comme toutes les entreprises, au bouleversement qu'amène le digital dans les pratiques. Alors encore plus exposés, comme l'ont été les médias, les journaux, la musique. Voilà. L'édition jusqu'à maintenant n'a pas été très, enfin, sur le marché français en tout cas, encore bouleversée. Mais on s'y prépare, et là ça a été l'occasion justement de vraiment prendre un tournant, et c'est vrai que en termes de production, en tout cas en interne, de validation, de circuit de validation, également de temps de production, temps consacré à la production en interne, ça a été complètement bouleversé par rapport au manuel numérique. Ce qui était compliqué, c'était de mener les deux en même temps, c'est-à-dire de mener à la fois la réforme, donc avec des contenus donc, qui n'avaient forcément rien à voir, et enfin, pour répondre justement à ces adaptations nécessaires pour répondre donc aux objectifs de la réforme, et en même temps la production des contenus, parce qu'on était obligé quand même de s'appuyer sur des équipes pédagogiques solides, donc qui ont décrypté, interprété les programmes, qui nous proposaient donc des chemins pédagogiques, donc une structure, avant de pouvoir quand même construire ces ressources numériques, parce que ces ressources granulaires donc, qui sont proposées dans les banques, enfin, donc, sur la Digitech en particulier, donc notre banque de ressources, donc voilà, 10 000 environ ressources sont disponibles avec des niveaux de complexité très, très variés. Il nous était nécessaire quand même, pour que l'enseignant puisse s'y retrouver, d'avoir une indexation très fine. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir, par compétence, pouvoir trouver sa ressource, par objectif pédagogique, par thématique. Donc toute cette indexation est très chronophage en réalité. Mais donc au préalable, il nous fallait d'abord avoir une interprétation des programmes, donc s'appuyer sur l'équipe pédagogique traditionnelle papier, avant de pouvoir le décliner en numérique. Alors, puisqu'on a abordé les équipes pédagogiques, ça va être l'occasion pour moi de passer le relais à Mélanie Bachimon pour aborder le rôle des collectifs, enfin, d'un collectif d'enseignants en particulier, EMC Partageons, dans la production de ressources et dans une perspective spécifique qui est celle de l'inclusion. Désolé, c'est un moment. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous présenter le dispositif EMC Partageons. Un dispositif collaboratif et inclusif en enseignement moral et civique que nous mettons en œuvre maintenant depuis 3 ans. On va attaquer la 4e année à la rentrée. Et je vais notamment essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense être un dispositif inclusif. On a 4 leviers. Nous mettons une démarche particulière qui est vraiment très, très cadrée et qui va être destinée vraiment à mettre tous les élèves en action, que ce soit des élèves passifs, que ce soit des élèves timides, que ce soit des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc on a vraiment une démarche qui part de l'élève. Un dispositif inclusif également de par la mobilisation de l'intelligence collective. On est collaboratif. Toutes les séances sont créées, tous les scénarios pédagogiques sont créés de manière collaborative avec une grande diversité d'enseignants, avec des enseignants du cycle 1, du cycle 2, du cycle 3, des maîtres formateurs, des enseignants spécialisés. Et tout ce petit monde va réfléchir à comment rendre accessibles certains sujets en EMC, comment rendre accessibles les droits de l'homme, comment rendre accessibles des concepts comme la discrimination, comme le racisme. Un dispositif inclusif également de par les ressources que l'on va proposer. Ces ressources ne sont pas figées, ce sont vraiment des ressources qu'on va essayer de rendre le plus possible accessibles, mais qui vont aussi être adaptables. On va toujours les laisser dans un format que les enseignants vont pouvoir modifier, et puis ils vont aussi tout simplement pouvoir s'en inspirer, pouvoir les détourner, pouvoir en proposer d'autres, ou tout simplement s'en inspirer. Et enfin, un dispositif inclusif parce qu'on essaye de sensibiliser au maximum, et on a au moins un rendez-vous annuel, on essaie de sensibiliser les enfants, les élèves,
à la situation de handicap. Donc chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, à l'occasion de la Journée mondiale du handicap, à l'occasion de la Journée de l'autisme, on va proposer des scénarios pédagogiques pour les enfants, pour essayer de leur faire prendre en compte qu'est-ce que l'inclusion, et pour que plus tard, futurs citoyens, ils ne soient pas dans une forme d'acceptation passive de la mise à l'écart des enfants handicapés. Alors notre démarche EMC Partage, elle commence, j'ai envie de dire, comme toute séquence, par une phase d'annonce du plan qui est très rassurante pour les enfants, qui permet de les mettre en confiance. Cette démarche, elle va tout expliquer en fait aux élèves. On va expliquer le thème, on va leur expliquer l'objectif, on va leur expliquer ce qu'on attend d'eux, quel est le critère de réussite attendu à la fin d'une séance, quelles vont être les différentes phases d'une séance. Et on a une structure type, mais qui n'est pas figée, qui démarre toujours par une phase individuelle. C'est peut-être la phase la plus inclusive de notre démarche, parce qu'on essaye de réfléchir à ce moment-là à comment rendre accessible le sujet que l'on veut aborder avec les élèves. Et ça passe pas que par un support, que par une ressource, ça passe par un panel de ressources qu'on va essayer de proposer, ou qu'on va justement aller piocher dans les banques de ressources numériques éducatives. S'ensuit une phase collective. Alors, fort de cette accessibilité qu'il y a sur la première phase, tous les élèves, normalement, vont être en mesure de pouvoir exprimer une idée ou de pouvoir tout simplement montrer le support qu'ils ont construit. Et donc, cette phase collective, ça va être une phase de mise en commun ou ça va être une phase de débat réglé. La dernière phase est une phase d'écriture et il y a de plus en plus de tweets classe maintenant. Donc ces tweets classe vont avoir la possibilité de publier sur le réseau social Twitter, sur le réseau social EduTweet qui est spécialement dédié aux écoles primaires. Et puis il y a bon nombre de classes qui préfèrent partager mais sous une autre forme, via de la production d'écrits papier, via des dessins, des photographies commentées, des affiches qui vont pouvoir exposer dans l'école, qui vont pouvoir publier sur le blog ou sur le NT. Donc là, on voit bien que la forme est très très variée. Et pour amener les élèves à s'engager via leurs écrits, on propose aussi donc une dernière phase, la phase de visualisation. On propose des traces écrites publiées, mais on rend ici les élèves auteurs, donc les élèves vont comprendre qu'ils sont lus et ils vont découvrir les productions d'autres classes et voir un petit peu la diversité des points de vue, peut-être des points de vue qui vont être différents, et ça va permettre de relancer le débat en classe. Tous ces scénarios pédagogiques qui suivent cette démarche sont faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière collaborative, en 3 temps, avec une équipe de création très variée. Et dans cette équipe de création, on tient vraiment à chaque fois à ce qu'il y ait des enseignants spécialisés. Des enseignants spécialisés qui vont justement pouvoir apporter des éclairages théoriques, qui vont être responsables de l'accessibilité, de l'adaptation de tous les supports. Alors, au début, il y a une phase de remue-ménage où chaque enseignant va chercher des ressources de son côté. Et là, les banques vont être très intéressantes parce que ça va être un panel de ressources supplémentaires qui va permettre de donner des idées et de varier les entrées en EMC, puisque l'EMC n'est pas une discipline qui a vocation à être cloisonnée. Donc, on peut très bien avoir des entrées interdisciplinaires. On va lancer avec une entrée par l'histoire, une entrée par la littérature, par les arts, etc. Alors voilà des exemples d'illustrations de phases individuelles. Alors ici, ce sont des ressources que nous avons créées nous, à partir de l'image. Là, par exemple, on peut proposer de la catégorisation libre ou alors avec des critères de tri. On va passer par la littérature de jeunesse. Sur cette image, par exemple, on voit qu'on a essayé d'adapter en proposant des mots, des pictogrammes. On propose souvent aussi des banques de mots, des banques de mots pictogrammes qui peuvent très bien répondre à certains besoins d'élèves allophones pour qui n'ont pas assez de lexique, qui peuvent répondre aux besoins de certains élèves autistes qui ont besoin de support visuel. Donc on prétend absolument pas répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves. Ça, on fait confiance aux enseignants pour le faire, mais on propose en fait un panel de possibles et puis les enseignants vont après pouvoir s'en inspirer, les modifier, les adapter, etc. Voilà d'autres exemples basés sur l'art, basés sur la vidéo, où on va proposer des captures d'écran, on va travailler sur l'empathie, que ressentent les personnages, etc. Et alors, ces banques, les BRNE, eh ben, elles vont permettre d'élargir les possibles, de proposer plein de choses supplémentaires quand on veut construire un scénario pédagogique autour d'un thème particulier. Ici,
Ici, par exemple, on voit l'illustration de Cosette, le portrait de Cosette, que nous avons utilisé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, pour travailler sur le thème des droits de l'enfant. Donc nous étions partis des Misérables de Victor Hugo. On voit Le loup et le chien pour aborder le concept de la liberté, et on avait proposé une clarification des valeurs à cette occasion, choisir entre la liberté et le bien-être. Je vais vous présenter quelques illustrations concrètes maintenant. Alors nous, on a essayé de catégoriser un petit peu les différents types d'usage des BRNE, parce qu'en fait, il y en a vraiment pour... tous les enseignants peuvent vraiment avancer à leur rythme avec ces banques. Les enseignants qui sont peu équipés dans leur classe ou qui sont peu expérimentés dans l'usage du numérique vont pouvoir, dans ces banques, aller tout simplement puiser des ressources qu'ils vont pouvoir télécharger et imprimer sur papier ou projeter en classe et insérer à un moment donné du scénario. Mais on va pouvoir aussi aller plus loin, parce qu'on parlait tout à l'heure des services. Nous, on utilise beaucoup le service de la Digitech de Belin. Parce que il y a de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité qui sont déjà dans la plateforme. Donc on va pouvoir insérer du contenu, aller piocher du contenu et accéder à ces fonctionnalités d'accessibilité. Alors pour revenir au scénario sur la liberté. Sur ce genre de scénario, les ressources des BRNE, ça représente à peu près 15 minutes dans une séance. On les insère à un moment clé, soit au début par exemple, lors de la phase individuelle. On va proposer des illustrations du loup et du chien, des gravures, que les élèves vont légender, ils vont devoir essayer de retrouver à quel endroit de la fable ça correspond, et ça va permettre d'engager une discussion autour de la fable. Dans un deuxième scénario où on abordait la liberté comme principe fondateur, on utilisait une belle ressource de la Digitech Belin, que là, on pouvait projeter lors de la phase collective pour pouvoir apporter des apports culturels aux élèves. Et cette ressource présentait par exemple l'avantage, à la différence d'un manuel, de pouvoir accéder à des zooms, de pouvoir se balader, se promener sur différents endroits du tableau, sur les personnages. Elles sont accompagnées aussi par du texte, donc on va pouvoir expliquer aux élèves qui sont les personnages, expliquer un petit peu le contexte historique, etc. Parmi les ressources numériques, on évoquait tout à l'heure EduTech, ça fait partie des ressources que l'on utilise de temps en temps dans certains scénarios. Par exemple, à l'occasion d'un scénario sur la démocratie, où les élèves de cycle 3 étudiaient la biographie d'Olympe de Gouges. Donc la phase individuelle consistait en une lecture de biographie, une recherche de mots-clés, une première création de carte mentale. Et la phase collective était préparée à partir d'un diaporama et de ressources EduTech, de l'offre de la BNF, de l'offre d'histoire par l'image, et qui permettait là aussi d'apporter beaucoup d'apports culturels aux élèves sur le contexte historique. Voilà un exemple de phase de publication à la fin du scénario pédagogique, fait par une classe de CM2. Alors, je reviens à l'escalier pour maintenant présenter un scénario pédagogique sur le thème des droits de l'enfant et qui va être basé à la fois sur les ressources de la Digitech, mais aussi sur la plateforme et avec accès à ces fonctionnalités d'accessibilité. Alors, ces fonctionnalités, en quelques mots, pour les présenter, on va avoir accès à du son, à du texte, à de l'image. Il y a une synthèse vocale qui est déjà mise dans la Digitech, mais on va aussi pouvoir aller plus loin et insérer sa lecture audio. Et là, on va pouvoir mettre le ton. C'est quand même plus simple pour la compréhension des textes. On va pouvoir insérer des aides, ses propres aides, mettre vraiment son propre contenu. Le scénario OMC droits de l'enfant était basé sur un corpus de documents. On avait l'illustration du portrait de Cosette, on avait un petit texte qui était associé à cette illustration, on avait des articles des droits de l'enfant, et puis on avait un poème de Victor Hugo. J'ai pu mener cette séance dans ma classe. Moi, je suis coordonnatrice Ulysse, j'ai des élèves qui sont autistes, et trois de mes élèves étaient inclus en CM2 à l'occasion de cette séance. Et cette séance, elle avait lieu dans 2 salles différentes. On avait les élèves qui étaient le plus en difficulté dans la classe de CM2, et mes élèves en salle informatique avec les BRNE, justement pour pouvoir bénéficier de toutes ces fonctionnalités qui sont à l'intérieur de la Digitech.
Et on avait un groupe qui n'a pas forcément de besoin spécifique, qui a plus d'aisance dans la compréhension en lecture et pour comprendre le corpus, qui était dans la salle de classe. Donc là, il s'agissait de découvrir tous les documents du corpus et de dégager des mots-clés pour pouvoir donner un titre à ce corpus de documents et dégager le thème de ce document. Le groupe en salle informatique, donc mes élèves et certains élèves de la classe de CM2, s'emparait bien de ces fonctionnalités. J'ai pu voir des élèves grossir la police, j'ai vu des élèves se servir énormément de la fonctionnalité de lecture audio, qui leur permet, et ça permettait de compenser les difficultés de compréhension à lecture. Prendre énormément de plaisir à passer par la fonction commentaire et pouvoir commenter en direct, mettre leurs mots-clés de chaque document et pouvoir aller voir en direct ce qui se passait aux autres postes de la salle informatique. À côté de ça, dans la salle de classe, les élèves jouaient à un jeu, toujours basé sur les mots-clés, mais en format papier, que là, on avait créé, nous. Donc on voit bien qu'on a travaillé sur le même thème, on a travaillé sur les mêmes documents, encore que pas tout à fait, parce que certains documents, comme le poème de Victor Hugo étant complexe, et comme la Digitech est une grosse boîte à outils qu'on peut personnaliser, on avait modifié certains documents, mais tous étaient sur le même thème, et à la fin, tous les élèves ont pu se regrouper dans un même espace, en cercle, et étaient tous là, j'ai envie de dire, armés pour le moment du débat, et pour pouvoir apporter sa contribution, prendre part au débat. Et avec une grande satisfaction, j'ai pu voir aussi mes élèves autistes apporter leur pierre à l'édifice à ce débat et pouvoir dégager des idées retenues. Alors voilà des exemples de publications d'élèves de ma classe suite à cette séance. Donc les trois élèves ont pu être en mesure de dégager des idées, d'atteindre le critère de réussite qui était fixé, qui était de pouvoir restituer une idée du débat. Et à côté de tout ce que je vous ai présenté, on proposait également des supports alternatifs, puisqu'on a des élèves qui sont beaucoup plus jeunes, des élèves de cycle 2, il y avait aussi des élèves de maternelle autour d'ateliers de langage qui faisaient cette séance. Et bien, on propose aussi nos propres ressources qu'on va créer, et puis on a proposé pour les maternelles, par exemple, de l'image, de partir sur de la photo, sur de la catégorisation, dans un atelier de langage. Et puis pour les cycles 2, on retrouvait l'idée du corpus, mais à travers d'autres documents, et là on n'était pas sur Les Misérables, on était sur La Petite Fille aux allumettes. Je vais vous présenter un dernier scénario sur l'égalité homme-femme, fille-garçon, où on a pu utiliser la Digitech, mais dans un autre type d'usage. On a demandé aux élèves de faire le tour du quartier et de relever les noms de bâtiments et les noms de rues. Et ils ont tous pu constater la grande différence entre le nombre de rues portant des noms d'hommes et des noms de femmes. Et donc, ce fut l'occasion de leur faire découvrir un certain nombre de femmes célèbres, de femmes engagées, de femmes illustres, à travers un parcours qu'on a complètement créé sur la Digitech. Et là aussi, c'est très très intéressant, je trouve, parce qu'on a vraiment pris ici la Digitech comme un couteau suisse qu'on allait où on allait insérer complètement notre propre contenu du début à la fin. On a glissé nos textes, on a glissé nos photos, on a glissé la lecture audio, et on a glissé des quiz, des textes à trous. Et puis pour ne mettre personne en difficulté, on a rajouté des outils d'aide. Il y avait un bouton point d'interrogation à la fin où les élèves pouvaient y accéder aussi. Alors, pardon. Là. Non, je peux pas revenir en arrière. Voilà. Et donc, ces activités-là, ici, elles présentaient vraiment un intérêt, parce que c'était une manière ludique de mémoriser, de mémoriser des informations sur ces personnages, sur ces femmes célèbres, et puis à la fin de s'engager, de proposer de rétablir la parité dans le quartier, de proposer de renommer des noms de rue. On a même vu une classe d'ailleurs qui a écrit au maire de la ville pour faire des suggestions. Alors pour terminer, si le dispositif vous intéresse, on a publié juste avant les grandes vacances notre programme de la prochaine année scolaire, programme qui a été réalisé de manière collaborative avec un Twitchat. Donc on peut retrouver ici tous les thèmes, les 11 thèmes qui vont être traités l'année prochaine. Et pour débuter l'année, on va repartir pour la deuxième édition sur la rentrée en musique. Et là d'ailleurs, on va s'appuyer sur des ressources du réseau Canopé. On va partir sur un réseau autour de la Marseillaise en 3 séances avec une écoute musicale à partir de Django Reinhardt,
une séance sur les mots de la Marseillaise et puis une troisième séance de chant autour de aux âmes citoyens d'Aldebert que vous pourrez retrouver normalement à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur notre stand. On est à Ludovia, bâtisseur partageur, EW8. On pourra continuer à échanger et partager. Voilà. Merci. Désolé de poser une question très triviale après un aussi beau résultat. Pour réussir à construire des scénarios comme cela, ça représente combien de personnes en gros et après combien de temps? Alors ça représente de plus en plus de personnes. On a commencé, on était un petit groupe à 4, 5, 6 et puis maintenant on est rarement sous 10 et puis on est monté jusqu'à 15 personnes pour collaborer. Mais en fait on a vraiment des rôles qui sont très très définis. Au début, tout le monde met ses idées, on se retrouve dans un document d'écriture partagé, on fait une visioconférence, on définit notre objectif, les différents axes et puis après on se répartit les rôles. Donc on va avoir les secrétaires qui vont rédiger les fiches de préparation, on va avoir l'équipe qui va concevoir les supports, on va avoir un ou plusieurs référents ASH qui vont être chargés de percevoir un petit peu les difficultés, d'anticiper un peu des grands besoins éducatifs particuliers, des adaptations pour les 10, des adaptations pour les élèves autistes, des adaptations pour les élèves allophones. Et à côté de ça, on essaye d'aller encore plus loin récemment, de tester d'abord les séances en classe, d'avoir des retours des enseignants testeurs avant de publier. Et on a même une équipe qui est chargée de la relecture, de la clarté de la fiche de préparation, de la relecture orthographique aussi. Donc voilà, je dirais que maintenant, on tourne autour de 10 à 15 personnes. Olivier Marchand. Pardon, c'était pas mais c'était une remarque peut-être après ces premières présentations. Et du coup, ce qui me frappe aussi au travers des différentes choses que les uns et les autres ont pu dire, c'est le fait que, Mélanie, tu le disais, qu'il y avait un panel des possibles, en fait, aussi au travers de ce qu'on vient de présenter, que chaque acteur joue ou a un rôle dans la mise à disposition de ressources. Il y a bien évidemment un cadre national, une impulsion nationale qui peut être donnée par le ministère. Après, un opérateur qui peut éventuellement accompagner ce cadre-là, des éditeurs privés, des collectifs d'enseignants qui ensuite se mettent en situation de proposer des ressources qui souvent répondent très bien aux besoins des enseignants. Le cadre, chacun nos cadres respectifs sont très différents. Produire de la ressource numérique ou produire de la ressource, c'est pas la même chose quand on est au ministère. Le cadre de la production n'est pas le même, l'opérateur non plus, l'éditeur non plus a d'autres objectifs. Et pour autant, je trouve qu'il y a une vraie complémentarité et que c'est ce qu'il faut en tout cas favoriser pour proposer une offre riche, diversifiée aux enseignants, qui après, par contre, il y a des conditions à créer pour que le cadre soit suffisamment clair, lisible, pour en permettre l'utilisation, l'identification. Et chacun ensuite, dans son rôle, doit veiller à ce que ce soit pas une production de contenu concurrente, que ce soit une production de contenu complémentaire. On se retrouve tous dans des recherches de fonctionnalités qui justement permettent un usage extrêmement souple pour l'enseignant. De plus en plus, vous encore plus près du terrain, mais même nous, ce sont des préoccupations avec parfois des conditions et encore une fois des contextes pour le faire plus ou moins faciles. On est moins souple. On ne peut pas éditer une ressource sur Facebook, par exemple. C'est pas possible. En tout cas, c'est compliqué parce qu'il faut un certain nombre de validations et voilà. Et en même temps, il faut un cadre institutionnel qui engage une impulsion, qui crée un écosystème favorisant l'usage de ressources numériques. Je voulais réagir en prolongement. En fait, d'abord, merci beaucoup pour la présentation que nous apprécions beaucoup. Et clairement, on est admiratif au ministère aussi et au sein des équipes de formateurs de la manière dont des collectifs enseignants se sont emparés des ressources avec leur créativité et sur un sujet qui mixait quand même, on peut se le dire clairement, de nombreuses difficultés, le MC, l'inclusion scolaire et le numérique. Ça fait quand même quelques difficultés dans une même démarche. Donc c'était quelque chose d'extrêmement ambitieux et nous avions été admiratifs de ce qui avait été réalisé, notamment par ce collectif, le collectif MC Partageons. Un point par rapport à ce que disait Olivia,
mais ça avait été évoqué par Xavier, c'est vrai qu'il y a une multitude de ressources qui sont à disposition des enseignants et parfois on peut entendre qu'il y a trop de ressources. Alors tous les pays ne peuvent pas dire ça, tous les enseignants de tous les pays ne peuvent pas dire ça, donc c'est un problème vraiment qui est très particulier. Et il faut quand même distinguer dans le trop de ressources la qualité des ressources qui sont mises à disposition. Que ce soit les ressources de Canopé, je pense pouvoir le dire, et celles du ministère, en fait on est dans un cadre de confiance, ça fait écho à ce que disait Monsieur le ministre hier, où les ressources sont vérifiées sur leur qualité, elles sont didactisées, donc éditorialisées par rapport à un attendu en termes d'apprentissage des élèves, donc l'essentiel c'est quand même des ressources pour que les élèves apprennent des choses. Et l'autre point, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller vérifier les conditions générales d'utilisation des ressources que nous mettons à disposition, tant Canopé que le ministère, par rapport à la foultitude d'autres ressources pour lesquelles parfois, que les enseignants y aillent pour trouver des ressources pour eux, pourquoi pas, et c'est tout à fait possible au titre de la liberté pédagogique, que des élèves utilisent lors des apprentissages tel ou tel service dont les CGE n'ont pas été vérifiés, là ça peut interroger légitimement les pratiques professionnelles. Donc clairement, il y a une foultitude de ressources, mais nous venons avec un cadre de confiance, avec la garantie d'une démocratie, en l'occurrence un ministère et un opérateur. Je pense que c'est des points... un discours que l'on peut porter vraiment clairement à Ludovia, ça s'y prête parce que très souvent le public est expert sur l'usage du numérique, mais pour être très très clair, c'est presque, ça devient pénible que l'on compare telle ou telle ressource qui sont testées, vérifiées, contrôlées dans un cadre de confiance avec les données, le traitement des données, le RGPD dont vous avez dû entendre parler régulièrement, on est dans un cadre clair, conforme, l'État est garant du traitement des données nominatives qui circulent. C'est quand même la nuit et le jour avec d'autres solutions que l'on trouve qui sont peut-être plus disruptives du point de vue du numérique, mais qui sont aussi disruptives du point de vue juridique. Donc je voulais insister sur ce point, le cadre, pour faire écho à ce que tu disais Olivia, ce cadre-là, la qualité de l'indexation qui a été évoquée Catherine, en fait, nous sommes particulièrement vigilants, le ministère porte un langage d'indexation donc sur scolum.fr que nous déployons dans toutes nos ressources, donc dès que nous publions un nouveau marché, c'est un impératif, tout candidat qui veut répondre à une offre du ministère se doit de parler ce langage commun qui permet d'augmenter, alors c'est un néologisme, la trouvabilité des ressources pour optimiser le moteur de recherche, pour trouver la cohérence par rapport à des attendus du programme, etc. Donc ce cadre de confiance, c'est clairement ce qui distingue le plus les ressources proposées par les institutions, donc votre ministère et l'opérateur du ministère, Canopé, et l'autre foule de ressources. Et après, un point en écho avec ce que vous avez présenté, Mélanie, c'est le fait que le ministère n'attend pas que ce soit 100% d'usage avec du numérique. Et là, ce qui est particulièrement séduisant dans votre proposition, c'est cette démarche hybride avec des moments d'apprentissage qui vont mobiliser les atouts du numérique, parce que là, il y a un vrai atout du numérique. Il ne s'agit pas de faire du numérique pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à tel ou tel. Il s'agit de mobiliser le numérique quand il présente un vrai intérêt. Et donc, c'est bien un moment d'apprentissage, comme vous l'avez très bien dit, 10-15 minutes au cœur de la séance. Et il s'avère que nous avons des études statistiques sur les usages des banques de ressources numériques. Et on tombe sur ce taux d'utilisation, là on est sur 10 à 15 minutes, quelle que soit la discipline, souvent en moyenne on mobilise les contenus ou les activités ou les services 10 à 15 minutes au cœur d'une séance de 45 minutes à 1 heure. Donc on est hybride et il y a une vraie cohérence à mobiliser le numérique quand il présente un vrai intérêt et parfois faire des allers-retours entre une démarche, disons, sur un support classique et parfois avec un support numérique. Alors, puisqu'on vient d'aborder la question des cadres, est-ce qu'on pourrait revenir même brièvement sur le cadre, le référentiel en fait pour l'accessibilité qui a présidé aux objets qu'on a pu voir sur la Digitech? Alors effectivement, c'était un des points. Donc, le ministère, quand il lance un marché, en fait, effectivement, il dépose tout un cadre dans lequel l'offre doit s'inscrire. Et au ministère, à la direction du numérique pour l'éducation, en fait, on a Patrice Renaud qui est pris par ailleurs sur notre intervention, qui est expert sur les élèves à besoins particuliers. Et on a défini donc un attendu A2RNE, donc adaptabilité, accessibilité des ressources numériques pour l'école, A2RNE, que vous pouvez trouver sur le site d'Eduscol, qui préconise pour tout fournisseur créateur de contenu une bonne conduite pour être le plus accessible possible. Alors après aussi, pour parler très très clairement, c'est un horizon d'attente, c'est la loi, de rendre les choses accessibles. Nous ne prétendons pas que les banques de ressources soient parfaitement accessibles à toutes les situations de handicap, mais c'est une marche en avant la nuit et le jour avec avant et après les banques de ressources numériques. Et pour être tout à fait clair aussi, à chaque fois que le ministère lance une opération de ce type-là, rien ne peut être moins bien que ce qui a été déjà réalisé.
Donc, ça veut dire qu'à l'occasion des banques, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le périmètre pédagogique il est quand même extrêmement large, du CM1 jusqu'à la 3e pour l'instant, et de nouvelles banques approchent. En fait, on a posé la borne minimale et rien ne peut être adressé à l'éducation nationale, rien ne sera acheté par l'éducation nationale en dessous de cette borne-là. Et donc, en septembre, viendront de nouvelles ressources, elles seront d'un palier encore supérieur sur l'attendu. Parce que clairement, on a vers l'accessibilité. Comme Mélanie le disait, il est encore nécessaire d'adapter certaines choses. Ce qui est intéressant, et vous l'avez dit peut-être vite, peut-être que tout le monde n'a pas bien perçu, ça veut dire que les banques permettent, en important son propre contenu par un copier-coller à partir d'un traitement de texte, de rendre la ressource accessible par le service qui est proposé. Donc ça allège énormément la tâche de l'enseignant. Il n'a pas forcément à penser initialement le handicap de l'élève. Par exemple, le cas simple, c'est l'élève malvoyant ou dyslexique. Il y a différents types de polices qui vont faciliter la tâche de l'élève. Mais en l'occurrence, pour parler très clairement, la solution facilite la tâche de l'enseignant, puisqu'en fait, il produit quelque chose pour toute sa classe, et c'est du point de vue de l'interface élève que la gestion du handicap pourra se faire. C'est pas neutre, c'est pas simplement faciliter la tâche de l'enseignant, c'est aussi non discriminant pour l'élève. C'est-à-dire que l'élève n'a pas à dire, en fait, n'oubliez pas, je suis dyslexique ou je suis malvoyant. En 2-3 clics, où il est daltonien, en l'occurrence, par exemple sur la Digitech, il y a 3 gestions pour 3 types de daltoniens. C'est quand même pas commun d'avoir cette gestion-là. En un clic, vous avez des jeux de contraste qui se font, et tout d'un coup, ça devient plus lisible pour l'élève daltonien. Et vous le savez tous, on le sait tous quand on a été enseignant, on détecte souvent très tardivement les élèves daltoniens. Et parfois on s'étonne de dire je comprends pas, pourtant je m'indique en rouge qu'il ne voit pas ou en vert que c'est réussi ou quoi que ce soit. Mais même s'il est daltonien, il va mettre un peu de temps à comprendre qu'il y a une consigne avec le code couleur en fait. Donc là il y a des documents, il y a des services qui, par le cadre et par la construction, par l'exigence que nous avons eue, et Catherine le disait, pour information, le ministère annonce des choses qui sont relativement simples à énoncer. La difficulté de réalisation, elle est clairement du côté de celui qui réussit à répondre. Parce que pour situer, entre le moment où on leur a dit vous avez gagné et le moment où les banques ont ouvert, ils ont eu 4 mois. Ça ne s'était jamais vu. 4 mois pour développer une plateforme, faire des contenus qui soient conformes aux attendus du ministère. C'était un immense challenge que, en l'occurrence, la filière française a relevé. Et nous, c'est aussi une vocation du ministère que d'accompagner une filière pour progresser sur l'offre qu'elle met à disposition de nos enseignants, nos élèves. Donc à cette occasion-là, on a progressé sur l'accessibilité, c'est très clair, et très modestement, nous avons aussi appris que nous devions aussi progresser sur le sujet, parce que ce qu'on leur a imposé en termes de recettes, on l'a testé avec nos propres ressources, et on s'est dit qu'on avait aussi du travail au ministère. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du travail à fournir sur ce sujet-là, qui est un sujet central. Ça ressemble. Aucune banque n'est tombée suite à la période 2015-2016 des attentats. Les banques ont été attaquées systématiquement parce qu'il y avait le logo du ministère dessus. Donc on a eu beaucoup d'attaques suite aux attentats. Et à cette occasion-là, les entreprises ont fait un pas en avant aussi au niveau de la stabilité, de la sécurité de leurs serveurs. Avant, en gros, on était sur des petits serveurs localisés. Là, on a basculé sur des technologies beaucoup plus avancées. L'autre point que j'ai déjà évoqué, c'est l'indexation. Et après, cette malléabilité, là, le fait qu'on puisse modifier, comme vous disiez, aussi en fait d'apporter ses propres contenus, de modifier des contenus, ça ouvre le champ des possibles. C'est très clair que nous, on était là pour élargir la palette des possibilités pédagogiques. Pas du tout pour dire faites comme ci, faites comme ça. Clairement, les enseignants ne sont pas des exécutants d'une méthode parfaite qui tomberait du ciel. On sait que les enseignants ont les compétences pour faire ce qu'ils veulent, et on apprécie de voir comment ces banques sont appropriées, voire détournées. Voilà, avec une possibilité, puisque c'est légal, vous pouvez le déployer sur n'importe quelle des plateformes de votre choix, en académie, sur un blog, pour toute situation d'information et de formation. Les CGU le permettent. Ça, c'est aussi très intéressant d'un point de vue légal. On n'est pas à dire j'ai détourné, copié-collé telle ou telle image. Pour les situations d'information des enseignants et de formation des enseignants, on peut toujours héberger les contenus des banques autre part. Peut-être Catherine, voulez-vous ajouter quelque chose sur l'accessibilité ? Bon, je pense que Axel a bien évoqué les différentes contraintes qui nous ont amenés effectivement à vraiment progresser sur différents chantiers. Il y a le gros chantier également sur lequel nous avons travaillé, qui était celui de la protection des données. Enfin, donc là, ça a été de longues discussions voilà, et partagées avec également tout ce qui est également, donc, enfin, de notre côté, en tout cas, éditeur, en termes de contraintes, on a bien entendu la nécessité, en tout cas, de protéger les auteurs, donc avec leurs droits d'auteur par rapport à ces ressources numériques, ce qui est encore un autre volet sensible dans la production de contenu, passage du papier au numérique. Donc, nous obligeons à revoir
effectivement tous nos contrats, toute notre organisation en la matière. Donc c'est vrai que ça a été, enfin, là encore je me répète, mais un très gros bouleversement pour un énorme pas en avant. Alors, j'avais annoncé qu'on aborderait successivement la question de l'appropriation et de la valorisation. Peut-être que pour laisser un peu de temps à la discussion, on pourrait fusionner ces deux points et passer donc à la question de ces espaces de médiation, qu'ils soient physiques ou numériques, qu'ils se jouent à distance. Est-ce que, Olivia, vous avez des éléments sur ces aspects-là? Oui, enfin, ce que je disais tout à l'heure en commençant, c'est que il était important pour nous, et on le voit aussi au travers des usages ou des retours d'usage qu'on fait au travers d'un certain nombre de laboratoires qu'on a, des laboratoires des usages qu'on a déclinés sur le territoire, c'était vraiment de proposer une médiation et une appropriation des ressources numériques. Donc la question de l'évolution de ce qu'on appelle beaucoup les tiers-lieux, en tout cas c'est dans ce cadre-là qu'on a fait évoluer ce qu'on appelle maintenant les ateliers canopés, qui étaient précédemment des CDDP, des médiathèques, pour tourner un peu plus l'activité vers des espaces qui permettent aux enseignants d'échanger entre pairs. La question d'échange qui se retrouve au travers aussi de la production, au travers de collectifs comme EMC Partageons, était importante pour nous. Donc c'est aussi dans cet esprit que les ateliers ont été amenés à évoluer aussi. Cette évolution, elle passe aussi par des évolutions des espaces immobilières concrètement, et aussi de la mise à disposition de matériel qui facilite cela, et d'évolution aussi des médiateurs et des personnels qui sont mis à disposition des enseignants pour les accompagner dans ce type de démarche. Donc la ressource ne peut pas se penser sans cet accompagnement finalement présentiel. Enfin, c'est ce qui était important pour nous, au-delà des enjeux propres à l'opérateur, et ça se confirme, et les ateliers deviennent aussi des moments de retour d'expérience qui nous permettent nous-mêmes de coup d'avoir des analyses sur les usages des enseignants, de faire évoluer, de les mettre parfois à contribution d'études, même parfois portées par des laboratoires de recherche. On essaye de faciliter ces va-et-vient entre une approche concrète de terrain, ce qu'en pensent les enseignants, quels usages ils en font, pour ensuite à la fois nous nourrir nous-mêmes, nourrir éventuellement le ministère quand on est dans le cadre d'études qu'on produit pour eux, et des laboratoires de recherche. Et c'est aussi un élément qui, dans l'écosystème un peu général de la mise à disposition de ressources, est un point, en tout cas un des piliers aussi qui était important d'évoquer là aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y a pas que la ressource, il y a aussi cette médiation qui était nécessaire. Alors, c'est vrai que les ateliers canopés sont clairement un maillage territorial de proximité qui est de confiance en l'occurrence aussi, puisque souvent les collègues se connaissent entre pairs, donc c'est sans doute déterminant pour mieux s'approprier les ressources. Pour nous, c'est un élément surtout que d'avoir ce réseau de proximité avec ce maillage aussi fin au ministère. Clairement, développer des ressources, c'est bien, on essaie de faire au mieux, et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas parfaites, mais elles sont là et elles ont des forts atouts. Mais clairement, des ressources sans usager, ça ne mène pas à grand chose. Donc on est dans une situation là, pour que vous ayez l'ordre de grandeur, en fait on a adressé 245 000 enseignants. 170 000 enseignants ont fait la démarche de s'inscrire. Alors l'inscription elle est simple, adresse académique et c'est terminé. Une adresse académique, vous accédez à 14 banques de ressources numériques par exemple, puisque chaque enseignant, quelle que soit la discipline, peut voir les ressources des autres disciplines, les prendre, les télécharger, les importer où ils veulent, etc. Donc il y a une dynamique possible. Mais comme je le répète, 170 000 enseignants sur 245 000, il en manque quelques-uns. Et c'est très surprenant parce que autant je peux entendre, et au ministère on peut entendre qu'on n'aime pas telle ou telle ressource, liberté pédagogique, autant ne pas aller voir la ressource, c'est quand même très surprenant. Et là ça questionne encore, est-ce que nous sommes trop nantis? Est-ce que des enseignants n'ont plus d'appétit, pas d'appétence, pas de curiosité, ce que je ne veux pas croire. Donc en fait, il y a quand même, vous voyez, on a un différentiel 170 000, 245 000 qui questionne quand même beaucoup. On est sur la deuxième année d'usage. Et en fait, on a des enseignants qui n'ont pas fait ne serait-ce que l'effort d'aller voir telle ou telle ressource, quitte à ce qu'ils disent ensuite elle est vraiment très mauvaise, votre ressource au ministère, etc. Mais voilà, ça c'est très inquiétant, et donc là on a vraiment besoin des relais. Alors clairement il y a le réseau Canopé qui fait ce travail de maillage territorial. Nous avons la chance d'avoir les délégations académiques au numérique
sur les territoires qui ont aussi un maillage territorial de confiance, de proximité, de connaissance des territoires. Les formateurs, les cadres de l'éducation nationale, des inspecteurs, IEN, IAIP, ce travail de formation, mais vous le savez bien aussi, sur les formations, on ne peut pas voir l'ensemble des enseignants à chaque année. Donc ce qui fonctionne le mieux, sans doute, c'est cette proximité et les échanges entre pairs. Prof à prof, en salle des professeurs, IEN entre IEN, IAIPR entre IAIPR, etc., formateurs et formateurs. Et clairement, on a besoin là de l'aide des collègues, même si c'est pour critiquer les banques. En fait, vous comprenez bien qu'on préférait que les gens au moins aillent voir, critiquent, dire, en fait, j'ai vu, je n'en veux pas. Et là, nous n'avons rien à dire. Par contre, ne pas aller voir, nous qui sommes au ministère anciens enseignants aussi, ça nous questionne énormément, parce qu'on se dit, mince, si on perd la curiosité au cœur du métier d'enseignant, il ne va pas rester grand-chose de stimulant, je trouve. Donc en fait, on a cette différence-là qu'on essaie de chercher, et on se dit que maintenant, le meilleur vecteur pour intéresser, intriguer des collègues, c'est clairement les démarches de collectifs d'enseignants à travers un véhicule qui est sur un projet thématique, donc là, quelque chose d'exemplaire, EMC, inclusion et numérique, et à cette occasion-là, certains vont découvrir les banques. Et donc clairement, des collègues découvrent à l'occasion de tel ou tel parcours, c'est-à-dire qu'il y a telle ressource qui existe. Donc on a cette possibilité-là, on sait bien tout l'intérêt qu'il y a de la formation, et on sait aussi tout l'intérêt qu'il y a de la proximité, donc par le réseau Canopé des ateliers, par les DAN et les inspecteurs qui font un travail en proximité, les IAIPR, les chefs d'établissement et les formateurs, mais surtout au sein de la salle de professeurs, entre pairs. Donc nous, on invite vraiment les collègues à au moins aller voir, voire à les redécouvrir, parce que comme les banques ont été livrées initialement en un temps record, elles se sont améliorées clairement tout au long de la première année. Et des collègues, parfois, là en l'occurrence, qui étaient très curieux, sont venus en septembre de la première année, et ça ne leur a pas trop plu, il n'y avait que 30% des contenus, ils ont dit, ah, il n'y a pas grand-chose, etc. Mais parfois, ils ne sont pas revenus. Donc vraiment, notre invitation, c'est de venir au moins redécouvrir les banques, de télécharger ce que vous voulez d'ailleurs, ce qui est quand même un bon concept, parce que vous pouvez quand même prendre ce que vous voulez, pour ensuite faire un choix, mais pas qu'il soit un choix par défaut en disant quand même utiliser mon adresse académique, c'est sacrément compliqué, et moi je ne veux pas utiliser mon adresse académique pour cette ressource-là, mais ça vaut aussi pour EduTech, ça vaut pour plein de ressources que le ministère construit jour après jour à disposition de l'ensemble des enseignants, donc gratuitement vérifiés sur des critères de qualité, sur des critères légaux, donc l'inclusion scolaire, en termes de sécurité, de RGPD, etc. Et certains enseignants ne s'en emparent pas. Donc parfois, ça peut être décourageant, j'ai bien dit ça peut, nous ne sommes pas découragés, mais voilà, on a besoin de l'aide de chacun, et chacun peut être un ambassadeur des ressources pour clairement, un peu détourner votre terme, partager ce qui est à disposition pour enrichir les possibilités pédagogiques. Peut-être avant de passer la parole à la salle, je voudrais juste faire deux très brèves réactions en tant que chercheur à propos du travail qu'on réalise actuellement avec ma collègue Aurélie Bonnet sous la direction d'Éric Brouillard, où on s'intéresse au collectif et à leur rôle en matière de production de ressources. On se rend bien compte aussi qu'effectivement, ces collectifs jouent extrêmement important en matière de mise en circulation, de pratique, de partage d'expériences, de signalement de ressources. Ces signalements de ressources n'étant d'ailleurs pas forcément pointés vers un ensemble de ressources comme une BRNE, mais parfois vers un grain spécifique trouvé à tel ou tel endroit sur le web, et peut-être juste après un grain qui vient d'une banque, d'une BRNE. Donc c'est extrêmement difficile en fait de savoir ce vers quoi va pointer un enseignant. On n'a aucune garantie a priori de ce point de vue-là. Et l'autre réaction que je voulais faire, c'était par rapport aux usages également. À partir du moment où les enseignants peuvent s'emparer tout à fait librement des ressources, il y a un moment aussi où elles échappent totalement au spectre de l'observation. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont appropriées, une fois qu'elles sont rééditorialisées sous l'égide d'un enseignant ou même d'un collectif d'enseignants, s'il n'y a pas remise en partage sur le web par exemple, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et peut-être aussi faut-il faire le deuil, pour nous chercheurs en tout cas, de savoir tout ce qui se passe avec ces ressources après coup. Mais je vais tout de suite, je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions dans la salle. N'hésitez pas, dehors il pleut, donc on a un peu de temps.
Juste une question sur le modèle économique de ces BRE. Donc je comprends que des opérateurs industriels y répondent comme Belin, mais je vois que Axel Jean vend bien la gratuité aussi et la chance d'avoir été financé comme ça par le ministère. C'est quoi le modèle à terme de ça, le modèle économique? Plutôt une question du coup pour Belin en fait. Alors, la question, clairement, s'est posée initialement lorsque nous avons répondu à ces appels d'offres. Y va-t-on, n'y va-t-on pas? Est-ce que ces nouveaux produits, ces nouvelles banques vont se substituer aux manuels numériques ou aux manuels papier? Voilà, je pense qu'on est clairement dans une évolution, économique, pour ce qui est du secteur de l'édition et de l'édition scolaire, où chacun se pose des questions effectivement sur le business modèle, le modèle économique de demain. Est-ce qu'on aura toujours du papier? Est-ce que ça sera complètement substitué, remplacé par des manuels numériques, des ressources numériques, de l'autoproduction par des enseignants? On n'en sait rien. Donc, en tout cas, de notre côté, nous avons fait le pari d'accompagner ces mutations et ces transformations. Déjà, c'est vrai que cet appel à projet, cet appel d'offres, en fait, nous a permis clairement de construire nos outils numériques, d'apprendre, d'avoir maintenant clairement une très bonne expérience en tout cas de la conduite de ces projets, conduite de développement d'une plateforme, des ressources, à la fois d'un point de vue des contenus, toute la partie production, justement, j'évoquais celle des auteurs, mais c'est vrai que toutes les ressources iconographiques qu'il faut mettre à disposition, que ce soit une image, une illustration, un son, voilà, tout cela doit être géré. Donc ça nous amène à nous repenser. Donc toute cette partie contenu, mais également la partie technique qui jusqu'à maintenant, pour lequel nous n'avions pas d'expérience particulière. C'est vrai que maintenant nous sommes beaucoup mieux armés pour proposer des services qui vont répondre aux besoins de demain. Donc je dirais que modèle économique, il n'y a pas de garantie pour l'avenir, mais en tout cas nous pensons aller vraiment dans le sens du vent, et en termes de stratégie et de vision, clairement le numérique fait partie de notre évolution. Si je peux me permettre, même si la question ne m'était pas adressée, j'ai bien entendu, est-ce que Catherine, vous pouvez juste préciser, parce qu'on dit Digitech Belin, donc nous on dit banque de ressources numériques et on décline la discipline à côté, et clairement il y a un opérateur privé qui a gagné un marché public, ce qui est normal. Est-ce que vous pouvez juste rappeler, ce que les gens n'ont pas forcément en tête, le nombre de partenaires que vous avez pris avec vous en termes du consortium, juste pour vous rendre compte, quand on dit en termes de modèle économique, l'appel d'air que ça a généré aussi pour des toutes petites structures, voire des associations, et je pense notamment à une particulièrement connue, La Main à la Pâte. Si vous voulez bien juste repréciser. Oui, c'est vrai que je pense qu'un des critères qui nous a permis de gagner ces appels d'offres était notre capacité à rassembler différentes compétences dans ce groupement, clairement, sur les différents lots, en associant au projet donc des partenaires à la fois techniques, mais aussi des associations, des start-up. Voilà. Alors, on a cité donc pour le lot Sciences Cycle 3 La Main à la Pâte, avec laquelle nous avons répondu de manière commune. Et donc on a appris à travailler ensemble, à produire dans un même format technique des ressources qui ensuite peuvent être exportées justement sur différentes plateformes et qui permettent à chaque partenaire finalement de reprendre ces ressources, de les travailler ailleurs, de les exporter sur des sites web, de travailler cette interopérabilité. On a également inclus par exemple dans un autre projet, dans un autre lot en histoire avec une start-up qui s'appelle Wikisto, qui propose une base de données historiques géolocalisées, donc avec un usage très spécifique. Donc là en septembre en particulier, nous aurons une action justement pour permettre en fait l'usage de ce service. Donc de leur côté, ça
ça a été c'est clairement un argument qui leur a permis de se développer auprès de l'école des chartes, auprès des archives nationales, par exemple, en leur donnant justement une légitimité, une caution. On a également inclus d'autres startups qui nous ont produit des ressources en 3D, en histoire par exemple, et en reality. Une autre association également, éducation et numérique, sur tout ce qui était animation de la communauté, de la communauté enseignante. Donc c'est vrai qu'on a eu à cœur, en tout cas dans notre proposition et dans notre réponse, de s'intéresser à des partenaires qui avaient des solutions spécifiques, mieux armés que nous, qui nous permettaient, nous, en tout cas, d'enrichir nos compétences et avec lesquels on a cheminé, on chemine encore et on travaille encore sur d'autres projets avec ces partenaires. Oui, Jean-Baptiste Santino, Quant. Une question peut-être un petit peu provocatrice, mais en même temps, tant qu'à faire, autant en profiter. Je me demandais si vous pouviez partager avec nous votre perception de l'usage qui est fait de ces ressources de grande qualité par rapport à celles qui sont disponibles gratuitement sur Internet et auxquelles évidemment l'ensemble des enseignants ont accès, bien entendu. Si vous aviez peut-être des informations sur une répartition ou sur l'usage qui est fait, et puis peut-être un commentaire sur, si vous l'avez, sur l'accessibilité de ces ressources, qui peut être une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas forcément autant utilisées que vous souhaiteriez qu'elles le soient. Visibilité depuis les outils qui permettent d'y accéder simplement dans la vie quotidienne des enseignants et de leurs élèves. Sur l'accessibilité, je suppose qu'on ne parle pas tout à fait de la même accessibilité, hein, c'est ça? Donc on parle bien. Donc tout à l'heure on voulait évoquer l'accessibilité en termes de handicap. Là on parle de visibilité découverte en fait. Alors donc là clairement le ministère était dans une démarche de confier aux enseignants des outils comme une trousse à outils en fait, comme Mélanie le disait, qui augmentent les possibilités. Clairement, c'est pas un objet public. Voilà, on était dans une démarche où on confie à des professionnels des objets dont ils ont une clé, leur adresse académique, dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour leur choix pédagogique par rapport aux besoins particuliers de leurs élèves. Donc peut-être que vous évoquez l'idée, j'imagine, d'un moteur de recherche qui viendrait parcourir toutes ces ressources, mais là vous comprenez bien qu'on est dans un... C'est pas la question parce que je ne suis pas certain de comprendre. Alors d'accord. Alors là, c'est plus simple pour moi de répondre. En fait, clairement, nous, on se positionne sur le critère de la qualité et de la garantie que donne l'État en termes de sélection, vérification, contrôle par rapport aux attendus du ministère qui émet les programmes, conformité, accessibilité, conformité A2RNE, conformité, indexation. Vous voyez, c'est cette somme. Alors, on peut prendre point par point et dire je trouve la même chose ailleurs, mais je veux bien que vous m'indiquiez une seule ressource qui valide l'intégralité, et je rajouterai juste la plus subtile, RGPD. Voilà, c'est tout. Donc après, effectivement, ponctuellement, vous allez trouver des choses qui peuvent faire à peu près la même chose, mais la somme des attendus du ministère est extrêmement exigeante, et réussir à répondre à cette attente-là était vraiment un vrai challenge de la part de la filière française. Après, pour compléter ce que tu viens de dire, ce que je pourrais ajouter, en tout cas, ça ne vaut pas spécifiquement pour BRNE, mais au travers de l'étude qu'on a faite sur les ressources proposées sur EduSchool pour accompagner la réforme du programme du collège, ce que les enseignants ont pu faire remonter, c'est qu'ils étaient demandeurs de ressources institutionnelles aussi. Pas exclusivement, et les deux ne sont pas forcément en concurrence, mais que, en tout cas, sur un certain nombre d'attendus, alors là, particulièrement parce qu'il s'agissait quand même d'accompagner une réforme du collège, mais ils ont aussi besoin d'un cadre, effectivement, enfin, de confiance, sans vouloir répéter ce qui a été dit, mais ils sont demandeurs de cela. Puis par ailleurs, ils travaillent dans un contexte institutionnel avec un certain nombre d'acteurs qui aussi souhaitent qu'ils puissent travailler dans un cadre de confiance. Mais ils ont besoin aussi d'aller chercher une variété de ressources et là, de trouver ce qui les intéresse, qui n'a pas forcément été labellisé sans dire qu'il y a un label qui a été proposé. Mais, voilà. Et je pense qu'il faut maintenir cette variété-là et pas chercher l'exclusivité. Il ne faudrait pas que le ministère à lui tout seul soit un producteur de ressources. Il ne faudrait pas que l'opérateur soit à lui tout seul un producteur de ressources. Il ne faudrait pas qu'il y ait que des éditeurs non plus. Voilà, c'est cette richesse-là qui accompagne aussi
la nécessité d'avoir une richesse dans ce que les enseignants ont à utiliser dans le cadre de leur séquence. Je voulais compléter par un point qui fait écho à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la formation. On est dans une situation où clairement on ne cherche pas d'exclusivité, de dire qu'il n'y a rien à côté. Clairement, il y a plein de choses et il y avait un avant-banque de toute façon, donc on se doute bien qu'il y avait des ressources disponibles. Il y a quand même une spécificité, là, à la différence des manuels, et c'est très notable, c'est que là vous avez une offre nationale qui est donc la même quand vous changez d'académie, qui peut donc se prêter à des formations qui vont être déployées nationalement. Et ça, c'est quand même une vraie première. C'est-à-dire que là, on avait un objet qui a un périmètre pédagogique extrêmement large par rapport aux disciplines et du CM1 jusqu'à la 3e pour l'instant. Après, on va aller vers le lycée. On a des ressources qui sont en cours de développement, des nouvelles banques sur ce sujet-là, en collège, école, lycée. Mais clairement, là, on a un objet partagé. Par exemple, au sein du cycle 3, c'est pas rien quand même. C'est la première fois peut-être qu'en termes de continuité des apprentissages, pour l'élève passant du CM2 jusqu'à la 6e, il a le même objet support de contenu et de service. Donc ça facilite ce passage où on sait qu'il y a quand même une rupture qui est assez forte. Là, on a une possible continuité à travers le support d'apprentissage. C'est le premier point qui est assez intéressant. Deuxième point extrêmement intéressant, c'est la première fois que nous avons à disposition un objet commun en termes de formation des enseignants premier et second degré. À aller chercher dans l'histoire de notre ministère, l'autre fois que ça s'est produit, c'était jamais. Donc en fait, on est dans quelque chose là où, en termes de formation premier degré, second degré, on a un objet commun partagé. Donc clairement, c'est pas exclusif, mais là, il y a quelque chose qui, en termes d'innovation, est particulièrement aidant pour les formateurs, pour les cadres, mais aussi pour les enseignants. L'enseignant qui déménage ne relèvera pas du choix de telle ou telle collectivité territoriale. En fait, c'est la France qui met à disposition de l'ensemble de ses enseignants un outil partagé. Juste sans avoir aucune prétention à l'exhaustivité ni à la représentativité dans les entretiens que je mène en ce moment avec des enseignants, autant je dirais, les conclusions que je pourrais tirer, c'est qu'autant sur certains objets éditoriaux, le jeu est joué en quelque sorte. Je pense à l'encyclopédie par exemple. Il est clair que Wikipédia aspire un petit peu tout. Autant sur d'autres types de ressources, c'est pas forcément le cas. Et sur de l'image, sur de la vidéo, j'entends souvent quand même une recherche de ressources qui seraient marquées du sceau d'une certaine légitimité qui n'est pas toujours facile à établir. Est-ce que c'est la légitimité de la validation institutionnelle? Est-ce que c'est la légitimité de la marque éditoriale? Est-ce que c'est la légitimité qu'apportent les pratiques des autres enseignants? C'est un petit peu un enchevêtrement de tout ça. Mais pour moi, c'est important de faire la différence entre les objets éditoriaux. C'est pas la même chose que de parler d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie ou de ressources vidéo, etc. Quelques remarques complémentaires et quelques rebonds, si vous me le permettez. Donc, d'abord à la remarque sur le modèle économique. Longtemps, la filière demande effectivement à la fois qu'il y ait des impulsions, qu'il y ait du cadrage, qu'il y ait des appels d'offres. Et pour la première fois, il y a eu un appel d'offres qui est d'un vrai marché, après avoir eu des appels plutôt de R&D et qui n'ont pas toujours accouché effectivement d'appels d'offres derrière. Deuxièmement, ce sont des marchés qui n'ont pas réclamé l'exclusivité pour le ministère de l'Éducation nationale et donc qui permettent la réemployabilité en d'autres contextes. Et Catherine Dang l'a dit sur d'autres produits ou en d'autres contextes. On a beaucoup œuvré aussi à ce que l'offre éditoriale des différents partenaires dans la diversification, on nous a reproché aussi à un moment d'avoir trop diversifié, trop de plateformes. Ok, on peut entendre plein de choses, mais la filière, grosso modo, a fait quelques bons, nous semble-t-il, dans les 4 dernières années, et il y a eu des choses qui se rapprochent. Maintenant, sur le complément, sur le modèle économique, il y aura des abonnements, il y aura, on n'est pas en exclusivité, on l'a bien dit, on ne cherche pas à faire une seule offre nationale, en tout cas, c'est pas ce que j'ai compris pour l'instant. Par contre, il est quand même légitime de mettre à disposition pour accompagner, former dans le cadre de programmes nationaux, d'avoir des ressources de qualité, des ressources qui sont des contenus et des services associés. Liberté éditoriale de proposer, liberté pédagogique d'utiliser. Je crois que ça permet aussi de redire c'est quelque chose et c'est quelques attentes, puisque, comme Axel le disait, je rappellerai aussi qu'au sein de la DNE, l'équipe qui était en charge est quand même composée d'enseignants et qui ont quelques autres compétences, on va dire désormais en termes de marché public, mais on est toujours pour des
des ressources pour enseigner et pour apprendre. Je précise, et j'y tiens beaucoup. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur la découvrabilité et sur, effectivement, des ressources qui ont une estampille ressources numériques, puisqu'il faut qu'elles soient reconnues. On cherche par différents moyens, en tout cas, à ce qu'elles soient reconnues, utilisées, utilisables, par rapport aux milliers de ressources sur Internet. Et effectivement, moteurs de recherche, quels qu'ils soient, sur lesquels on peut utiliser. Avoir de la visibilité, effectivement, avoir de la pertinence, ça relève ensuite des questions d'indexation, et on n'a pas forcément les mêmes, c'est pour ça qu'on tient beaucoup sur l'indexation, le web sémantique. Il y a toute une partie, on va dire, pour l'utilisateur final qui n'est pas forcément visible, mais sur lequel nous travaillons d'arrache-pied, de manière à ne pas être simplement sur du référencement. Voilà, en tout cas, c'est des discussions qu'on a ensemble, et tu sais, et on continuera à avoir ces discussions pour progresser, effectivement. Mais la question, effectivement, entre cette question-là et les milliers de ressources, voire librement, on les entend sur le tweet, si je bascule sur l'offre du tech et du texte, ce sont des ressources de 30 partenaires publics de ressources de qualité dont on peut avoir, je dirais, en plus, quand on va en Europe, on nous dit ah, c'est super ce que vous avez fait, comment vous le faites. Quand on vient chez nous, on nous dit mais il y a les 30 000 ou les 50 millions de ressources de la National Gallery ou excusez-moi, de quelques grands établissements mondiaux qui vendent leurs marques. Voilà. Bon, donc, et vous en faites quoi? Vous aviez des milliers de choses, mais pourquoi faire par rapport à nos références de ça? Donc je pense qu'il y a une grande diversité, on accepte cette diversité, on demande simplement, et je m'arrêterai là-dessus, comme le signalait Axel, de dire on croit, on corrige, on accepte plein de remarques et on cherche à ce qu'il y ait la plus grande diversité, la plus grande navigation entre éditeurs publics, éditeurs privés, collectifs d'enseignants, formateurs institutionnels. C'est vraiment ça qui se passe depuis quelques temps. J'ai envie de dire, aidez-nous à faire que tout cela soit connu, même si c'est pour nous dire que ça ne convient pas à tel ou tel. On n'a pas prétendu, et on le redit, on ne prétend pas que toutes les ressources qui étaient commandées, proposées dans un cahier des charges non établi auparavant, on ne pouvait pas savoir si tel grain, il y avait telle erreur dans tel libellé. Par contre, vous avez toutes les possibilités de signaler ces erreurs. En plus, dans ces marchés-là, et les éditeurs, qu'ils soient publics ou privés, que ce soit effectivement Canopé ou que ce soit, je peux vous assurer qu'on leur casse les pieds, et ils tiennent en tout cas à la qualité aussi de leurs travaux. Et je pense que c'est la même chose si on était amené à détecter dans un collectif d'enseignants avec lesquels on c'est super, etc. Si on trouve quelque chose qui perturbe, on signalera. Je pense que vous corrigerez, ou en tout cas vous serez amené à vous interroger sur ce qu'il faut modifier pour ne pas nuire à cela. Donc en tout cas, véritablement dans cet essai, et ça n'empêche pas de continuer à chercher et à trouver des modèles économiques, cher ami. Bon. Action. Oui, merci Claude Tran, journaliste. Tout d'abord, je voudrais dire, pour avoir regardé un petit peu d'un peu plus près ces ressources, la très grande qualité de travail qui a été réalisé, je tiens à le dire. Et je crois qu'on peut dire aussi pour la première fois, l'Éducation nationale, en partenariat avec Canopé, je ne sais pas si c'est l'Éducation nationale, mais on comprend bien, et surtout on se comprend, et surtout une entreprise, un éditeur, de produire ce type de qualité dans le temps aussi court qu'il a été. Moi, j'aurais des questions à vous poser qui pourraient permettre d'avoir peut-être quelques éléments de réponse. Là, monsieur, vous en avez donné quelques-unes sur le fait que 30% des enseignants, c'est ça le chiffre, n'ont même pas utilisé leur adresse pour pouvoir rentrer sur ces possibilités. Moi, je voudrais avoir des réponses à deux questions. D'abord, première question, quel est le montant de ce marché qui est public? La réponse est publique. Deuxième question, sur l'exercice du budget 2018, le ministère de l'Éducation nationale a-t-il engagé des dépenses, ou au moins mobilisé des moyens, au titre de l'achat ou de l'aide à l'achat de manuels scolaires papier? Troisième question, mais
c'est de l'information publique que je demande. Troisième question, certes, le budget 2019 n'est pas écrit, mais je crois savoir quand même que des engagements ont été pris pour qu'il y ait une continuité dans le montant des dépenses concernant l'achat sur l'exercice 2019 de manuels scolaires papier. Et en fonction des réponses que vous me donnez, si vous me redonnez le micro, j'aurai des commentaires à faire. Alors, très simple, le budget pour l'ensemble des banques de ressources numériques, donc les 14 actuelles, c'est un budget prévu par le ministère de 18 millions d'euros pour 3 années fermes d'usage. Nous sommes dans la 3e année scolaire, en septembre nous serons dans la 3e année scolaire. 18 millions global pour 14 banques de ressources numériques, du CM1 jusqu'à la 3e, pour 3 années d'usage. Donc en fait, on accède à un SaaS, un service en accès, en fait, et comme Alain le disait, il n'y a pas d'exclusivité, les entreprises ensuite peuvent garder ces ressources, les déployer, etc. Ensuite, nous avions négocié, donc ça c'est le budget que nous avons prévu, et je ne vais pas dire le budget que nous avons dépensé, parce que Catherine pourra témoigner après si vous voulez, mais la négociation opérée par le ministère permet d'optimiser la qualité pédagogique de ce qui est livré et la dépense publique. Clairement, si vous voulez, vous trouverez sur Ludovia Philippe Agelos, qui est le chef de la mission des achats, qui a la signature pour les dépenses du ministère, et Catherine pourra en témoigner, c'est un parfait négociateur pour les intérêts du ministère. Donc notre budget c'est 18 millions d'euros, et l'ordre de grandeur, pour vous estimer, ça veut dire, si nous avions tous les élèves qui l'utilisent, moins de 1 euro par élève et par an. Vous le mettez en comparaison d'autres ressources que nous pouvons acheter par ailleurs. Mais clairement, nous n'avons pas tous les élèves, donc le coût monte. Après, c'est plus complexe pour moi et clairement, je ne peux pas vous répondre sur le sujet qui ne relève pas de mes compétences. Alors, Claude Tran indique que mon chef peut le faire peut-être, mais moi, en tout cas, je ne suis pas habilité à répondre sur ce sujet-là. Mais clairement, ça a été quand même dit sur la table. En fait, dans ces périodes de transition, nous ne sommes pas sur du binaire entre du tout numérique et plus de papier. Donc, en fait, il y a une période de transition que le ministère accompagne. Bon, mais en tout cas, oui, il y a un soutien encore pour faire des manuels, mais nous mettons des opportunités d'avoir des solutions numériques. Alors, je vais poser la question autrement, si la réponse ne l'avait pas. Les indications que nous avons effectuées seraient qu'un budget de 150 millions d'euros aurait peut-être été mobilisé sur la période 2018 et que le même montant serait envisagé sur 2019. La question, c'est est-ce vrai? Alors là, honnêtement, je dis ça sort de mes compétences, mais qu'il y ait un budget de soutien, mais vous le savez, depuis toujours, enfin en tout cas pour le collège, depuis toujours, il y a eu un soutien de la part du ministère de l'État, et uniquement pour le collège, pour les manuels. Voilà, donc en fait, c'est historique, je ne sais plus, ça remonte sans doute à la séparation, à la décentralisation, en fait, c'est vraiment assez ancien, et clairement, est-ce que les dernières, ça a été fait? Oui, ça a été le cas, cette année, je n'en sais rien, très sincèrement. Non, mais alors, je vais donner deux commentaires. Le premier, c'est qu'effectivement, si on est dans une période de transition politiquement, je ne mets pas en cause cette politique, c'est pas ça à le dire. Je dis que si on est dans une période transitoire, quant à l'usage de ressources, entre des ressources papier et des ressources numériques, on peut bien comprendre que, puisque la liberté pédagogique existe, on peut penser que des enseignants puissent avoir choisi effectivement de rester dans le champ du papier plutôt que de basculer sur le numérique. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, je crois que monsieur le chercheur a donné quelques éléments de réponse pour des typologies de ressources. On est clair qu'aujourd'hui, quand on balaye l'ensemble des enseignants, quel que soit le niveau, il pourrait y avoir des réticences qui pourraient mériter une aide de chercheur, puisque vous en êtes, à utiliser des ressources de l'institution, je mets tout ça entre guillemets, vous voyez, de l'institution, plutôt que de choisir d'autres formules de ressources, et en particulier des ressources qui n'auraient pas la labellisation du ministère, parce qu'en fait on ne souhaite peut-être pas utiliser ce type de ressources, etc. etc. Vous voyez, l'ensemble de tous ces éléments-là peuvent permettre de comprendre ou d'expliquer, je ne sais pas si c'est je ne donne pas d'explication, mais pourrait permettre de comprendre qu'effectivement, on n'est pas 100%, mais 70% d'enseignants sur les 245 000 qui... Et ceci étant, je comprends que vous le disiez, et je m'associe même à vous pour le penser avec vous. Merci, on accepte même votre aide si vous voulez relayer, puisque vous êtes présenté en tant que journaliste. On est preneur de tout vecteur d'information, de formation auprès des enseignants. Donc merci à vous. Si vous voulez faire quelques billets, on sera très content pour les relayer également.